Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez une excellente journée sur le salon Go Entrepreneur de Paris et surtout que vous trouvez les informations que vous cherchez. Alors après la protection de vos solutions, comment développer un business plan, comment reprendre une entreprise, on va s'attaquer à la recherche du client, pas de business. Et on va s'attaquer, nous, à un canal, comment aller chercher les clients sur le digital. On va voir comment les acquérir, les fidéliser, comment les relancer sans les fatiguer. Pour cela, quatre experts et entrepreneurs qui vont venir témoigner, vous expliquer comment ça se passe. Alors, sur cette table ronde, il y a Sharon Manicon, chargée de partenariat chez les Digiteurs. Bonjour. Hugo Malavar, fondateur de Firewheel. Merci pour l'accueil. Ou à Victor Chen, cofondateur de l'entreprise Majordome Digital. Bonjour, bonjour tout le monde. Et Lamis Ben Salem, conseillère numérique à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Bonjour, merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter cette table ronde sur la fidélisation, la prospection et comment pérenniser ses clients acquéris. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de parler d'une thématique qui est en perpétuelle évolution. C'est une thématique qui nécessite vraiment une connaissance du marché, un suivi des tendances, et je suis contente d'être avec vous, experts, qui allez pouvoir nous partager vos connaissances. Donc, avant ça, j'ai quand même deux chiffres pas très sympathiques, pas très fun à vous partager, mais c'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir une idée de ce que fait de ce qu'est cette activité et de comment est-ce qu'on va pouvoir l'améliorer, l'organiser et surtout performer. En l'occurrence, ce sont des chiffres de Sales Odyssey et 18, c'est le chiffre moyen, le nombre moyen d'appels qu'on va devoir passer pour avoir un acheteur potentiel en ligne. Donc 18, c'est un chiffre très faible. Et 2%, c'est le taux de conversion en rendez-vous moyen des appels en cold calling. Donc c'est vrai que ce n'est pas énorme. Et pour cela, je suis contente d'avoir déjà Hugo, Victor et Lamis avec moi ce matin, qui vont nous aider déjà à comprendre pourquoi est-ce que la prospection, c'est une activité qui est indispensable à la survie d'une entreprise, qui va permettre à une entreprise d'exister et de continuer son activité. Puisque comme on le voit déjà, des entreprises qui sont de très grosses entreprises continuent à prospecter. Donc il y a bien des raisons pour ça. Et je vais dans un premier temps demander à Hugo de te présenter et aussi de nous répondre à la question par où est-ce qu'il faut commencer pour une prospection efficace. C'est une très bonne question. Donc, bonjour à tous, Hugo Malavar, je suis président de Firewheel et partenaire chez Itro. C'est vraiment la première question à se poser et on en parlait avec Victor tout à l'heure avant de commencer. La première chose à faire déjà, et on va parler de prospection digitale aussi avant, c'est déjà d'aller travailler son réseau, épuiser son réseau, parce que c'est le meilleur moyen de faire du business et de manière assez rapide. On n'a pas de cycles de vente qui sont aussi courts que quand ça vient grâce au réseau. Mais après, quand on sort de son réseau, quand on ne sait plus qui directement contacter, c'est bien justement d'avoir cette phase préalable et se poser la question de qui est-ce que je veux toucher, quelle est ma cible et où est-ce que je vais pouvoir la toucher. Et donc pour ça, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Mais le bon préalable, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle une étude de persona. En tout cas, au moins d'identifier quelles sont nos typologies de clients idéaux, se renseigner sur eux, essayer de rencontrer des personnes qui leur ressemblent, savoir comment est-ce qu'ils vont s'informer sur Internet, par quel canal est-ce qu'on va pouvoir les toucher, et ainsi avoir déjà une première idée des canaux qu'on va pouvoir activer sur le digital pour pouvoir aller les rencontrer et les intéresser. D'accord. Et en termes de temps, cette activité, on s'adresse notamment à des entrepreneurs qui se lancent, donc c'est important de le rappeler. C'est vrai que c'est une activité qui demande de l'organisation, comme tu viens de l'expliquer, et du temps. Est-ce que toi, Victor, tu pourrais nous dire comment justement on pourrait diffuser le bon message et surtout se poser la question de une fois qu'on a diffusé ce message, une fois qu'on a posé des questions, qu'est-ce qu'on récupère comme information et comment est-ce qu'on les gère? Bien sûr. Merci Sharon. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Roi Victor Chen. Je suis cofondateur de Majordome Digital. Et nous, on a deux cœurs de métier. Et c'est important de comprendre pour un peu appréhender la réponse qu'on peut essayer de donner. La première, c'est que nous, on fait de la formation pour les TPE-PME. Et la deuxième, c'est qu'on accompagne des entreprises, des structures, des TPE, PME, des grands groupes, justement dans leur activité à
faire de la croissance sur Internet, notamment via de la publicité ou non, ou des canaux de communication organique. Et pour répondre à ta question, quand on parle de prospection, je pense qu'il y a beaucoup de canaux. Il n'y a pas forcément un meilleur canal. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut être là, comme Hugo disait, où les gens souhaitent nous trouver. Pour moi, je pense que c'est vraiment la base à avoir. C'est-à-dire que si mes clients sont plutôt, ont une tendance de recherche à regarder sur Google, il faut que je sois présent sur Google. Si plutôt on souhaite faire de la notoriété et de se montrer parce qu'on a un produit qui est relativement neuf, on va plutôt aller sur des canaux qui favorisent la notoriété comme Facebook, Instagram, YouTube, etc. Et en fait, pour nous, la prospection et puis comment on arrive à obtenir de nouveaux clients et leur parler, c'est un peu comme une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'il faut quand même d'abord se rendre compte que la personne existe. Et ensuite, on rentre dans une phase de séduction et ensuite, potentiellement, de concrétisation, d'action un peu plus long terme. Et donc, pour illustrer ça, on a vraiment ce qu'on appelle un mot pas très sexy, c'est l'entonnoir de conversion. Et ce qui fait qu'il y a 3 étapes. La première, c'est la prospection. Et du coup, il faut aller chercher de la notoriété, faire connaître un petit peu à tout le monde ce qu'on fait. Ensuite, c'est de la considération. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre les gens que notre produit, notre service est le bon et est adapté à leurs besoins. Et enfin, comment on arrive à transformer, à convertir et ensuite à leur dire, regardez, on a des services qui vous correspondent, mais on en a également d'autres qui peuvent servir à vous, à vos pairs, à vos amis, etc. Et donc cet entonnoir de conversion est quand même très important et il va définir un peu les canaux sur lesquels on va aller prendre la parole. Merci beaucoup Victor. Donc si je comprends bien Hugo, c'est une question d'organisation, une question Victor de stratégie et la Miss. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme information sur la partie contenu? Donc, est-ce que dans la prospection digitale, ça passe nécessairement par la création de contenu? Donc, je suis Lamis Ben Salem, je travaille à la Chambre des commerces Paris-Île-de-France et j'accompagne les TPE-PME dans leur transformation digitale. Et je les forme, je leur permets de monter en compétences pour qu'elles puissent se digitaliser au mieux. Oui, en effet, la stratégie de contenu est très importante. Vous allez devoir, donc, comme l'a expliqué Hugo, étudier déjà votre marché, votre secteur d'activité, donc vraiment faire un benchmark, et puis étudier votre cible jusqu'à créer un persona et essayer de satisfaire au mieux cette personne, ce client type. Et puis après, définir ses objectifs et délivrer un message. Et puis en tant que jeune créateur ou entrepreneur, vous allez aussi chercher à vous démarquer et à chercher à avoir un canal que d'autres entreprises peut-être n'ont pas pris. Et essayer de vous démarquer justement par une stratégie de contenu. Donc ça va passer par le référencement du site internet, puisque la prospection digitale a une clé de voûte qui est le site. Et puis ça va passer par une stratégie social media aussi, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui une tendance et un train qu'il ne faut pas manquer, je pense. Donc travailler aussi son contenu justement sur les réseaux sociaux et surtout aller chercher le réseau sur lequel votre cible se trouve. Et ça, c'est très important pour pouvoir du coup délivrer un contenu qui est intéressant. Et on a aussi une tendance qui est le marketing d'influence, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte que des porte-paroles puissent représenter votre marque. Ils ont une communauté, elle, qui est engagée. C'est des personnes, du coup, qui vont croire en cet influenceur, en cet ambassadeur. Et en tant que jeune créateur, vous pouvez vous rapprocher, justement, de ces personnes qui ont une grosse communauté et qui pourront transformer, justement, vos prospects en clients. D'accord, merci beaucoup Lamis. Alors déjà, je m'adresse juste aux personnes qui sont derrière leurs écrans et qui nous suivent. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser vos questions, puisque nos experts sont là aujourd'hui justement pour y répondre. Et bien sûr, si vous aussi vous souhaitez compléter, n'hésitez pas. Je voulais, Hugo, revenir sur la partie organisationnelle et la notion de gestion du temps, puisque on est conscient que c'est quelque chose qui prend du temps, qui est chronophage. Et comment est-ce qu'on peut s'outiller ou s'organiser? Comment est-ce que tu as fait quand tu as démarré, par exemple? Oui, tout à fait. Pour revenir juste, pour finir pour le contenu et pour apporter un petit point supplémentaire, je pense que le contenu, c'est vraiment c'est l'essence du moteur de la prospection. C'est plus on va avoir de contenu, plus on va avoir de messages qui sont différents. Et donc, moins on va être justement rébarbatif dans les différents messages qu'on va pouvoir adresser sur nos différents canaux. Et plus on va être intéressant, et plus on va se rendre intéressant, plus on va donner envie justement de venir vers nous.
dans une logique d'inbound, par exemple, d'inbound marketing ou d'inbound prospection. Et pour ce qui est de l'organisation, en fait, moi, je crois beaucoup au temps de préparation qui permet de gagner énormément de temps opérationnel derrière. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure, avant de se lancer dans la prospection, eh ben, on fait un petit travail préparatif pour... Il y a toujours de l'incertitude de toute façon quand on commence à prospecter. On n'a jamais de certitude. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de limiter cette incertitude et se donner au moins déjà des pistes. Et on a besoin de ce travail préparatif qui va nous permettre de gagner du temps après. Et dans l'organisation commerciale, c'est exactement la même chose. On peut prendre un peu de temps pour s'outiller, pour prendre des CRM. Il y a des CRM qui sont de très bons CRM, qui sont des CRM gratuits aujourd'hui, qui sont présents sur le marché, comme par exemple HubSpot, qui commence avec une brique gratuite et qui après permet de monter en puissance sur des briques commerciales, sur des briques marketing, mais aussi sur des briques de service client. Donc, ils peuvent couvrir vraiment tout ce qu'on a vu et tout le thème de cette table ronde qui est prospecter, fidéliser, pérenniser. Et ce petit travail qu'on fait en amont, ça permet déjà, soit en tant qu'entrepreneur, de se donner la visibilité sur son activité commerciale. Et quand on a de la visibilité, on a un peu moins de stress et on voit ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, à quel moment, on se crée des tâches de rappel et puis ça nous permet d'être organisé et l'organisation, ça sécurise. Et ensuite, il y a toute une partie d'automatisation qui vient après. Et là, c'est utilisé, il y a beaucoup de données, justement, on en parle avec Victor aussi. Et il est plus expert que moi sur ce sujet-là, donc je pense qu'il en parlera après. Mais il y a toute une partie d'actions, justement, qui peuvent être des actions plutôt rébarbatives. Tu parlais de 18 appels pour 18 prises de contact pour pouvoir organiser un rendez-vous avec des taux de conversion qui sont ce qu'ils sont. Donc, automatiser un maximum ça pour s'organiser les rendez-vous, ça permet aussi de gagner beaucoup de temps. Absolument. Merci beaucoup, Hugo. Et c'est vrai que Victor, justement, sur la notion des données, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui... à partir du moment où on automatise, et même sans automatiser, en réalité, on collecte des données. Alors pour vous, entrepreneurs qui vous lancez, c'est vrai qu'au départ, on collecte des adresses mail, des numéros de téléphone, un peu à droite à gauche. Comment faire pour traiter ces données? Comment peut-être les sécuriser, les gérer, les réutiliser? Parce qu'on parle de prospection, on parle aussi de fidélisation et de pérennisation. Donc, comment faire, Victor ? Tout à fait, c'est une bonne question. Simplement pour rebondir un peu sur le point d'Hugo, c'est que je pense que c'est très chronophage aussi, effectivement, de mettre en place ces outils, mais c'est indispensable. C'est un mal nécessaire et surtout, ça permet une décharge mentale et d'avoir vraiment ce côté extrêmement structuré qui nous permet d'avancer sur vraiment le long terme, le moyen terme et de savoir, OK, quelles sont mes tâches. Rien que nous, si je prends exemple, au sein de Majordome Digital, on n'était pas forcément très structuré au début, même pas du tout, c'est vrai. Et on a besoin d'être structuré davantage parce que ça participe à l'efficience même du business et de se dire que ok, j'ai des bons outils, ça me permet d'avancer et du coup, je sais exactement où est-ce que j'en suis. Et par rapport aux données, alors ça, c'est un gros point, c'est qu'on a accompagné quand même beaucoup d'entreprises, on a vu beaucoup de monde sur des salons ou sur des événements. Et en fait, systématiquement, eh bien, on ne va pas mettre forcément les données sur son site internet qui permettent de nous donner de la data. Exemple, j'ai un site internet, mais je n'ai pas forcément Google Analytics d'installer, je n'ai pas forcément le Facebook Pixel, je n'ai pas forcément le tag remarketing de Google Ads. Alors, tous ces sujets un petit peu tabous, pas très sexy, ça permet quoi? Ça permet simplement de récolter de la donnée à l'instant T et ensuite de la réutiliser au moment où on souhaitera faire de la publicité, par exemple, ou sans forcément parler de publicité, juste connaître un petit peu mon audience, connaître mon persona et de savoir, OK, combien de personnes sont venues sur ma page, combien de personnes ont cliqué sur cet endroit, combien de personnes ont fait une prise de demande de contact. Et ensuite, ça me permet justement d'aller jauger un petit peu mon efficacité, le message, qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qu'il faut que j'adapte. Aujourd'hui, je pense que le gros challenge, c'est de comprendre que sur le digital, rien n'est figé et que tout est en mouvance. C'est-à-dire que tu parlais, Lamis, tout à l'heure d'avoir la possibilité d'avoir des articles de blog, inbound marketing, CRM, etc. Il y a certaines personnes qui seront plus sensibles à certains sujets que d'autres et il faut absolument le mettre en place et savoir que, OK, ce type de personne est sensible à ce type de sujet. Je vais en produire davantage parce que j'ai vu que ça me rapportait plus d'appels, par exemple.
Ce type de personne aimait bien quand on répondait à une question. On a pas plus tard qu'hier quelqu'un qui nous a appelé qui vend du terreau et du compost sur Internet. C'est pas très sexy, on va être très transparent. En revanche, il y a des outils qu'on a pu lui donner pour utiliser la data. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Answer the Public, qui est entièrement gratuit. Il y a une formule gratuite et qui permet de, par exemple, quand on va taper compost ou terreau, d'aller voir quelles sont les questions les plus posées par les internautes. Et ensuite, moi, dans une stratégie d'inbound, ça me permet, donc inbound, donc c'est nous qui allons produire du contenu pour que les utilisateurs puissent aller le voir. Ça nous permet de voir quelles sont les questions les plus posées et d'y répondre. Ou ensuite, dans une partie plus prospection, d'aller sponsoriser peut-être sur Google ou sur Facebook qu'est-ce que les gens se posent comme question sur le terreau, le compost, ou ça peut être une marque e-commerce, des sandales, etc. Donc en fait, la data, il faut absolument l'utiliser et même si ce n'est pas à l'instant T, il faut savoir que parfois, ce n'est pas forcément rétroactif. Donc, installer tous les outils, on s'en sert dans 3 mois, 6 mois, dans 1 an, pour justement aller parler à la bonne personne avec un bon message. Je me permets de rebondir. Tu parlais d'analyse et c'est très important aujourd'hui de définir des KPI, des indicateurs qui vont vous permettre de voir si vos objectifs ont été atteints ou non. Et dans la logique de ce que disait Hugo, d'échouer, de recommencer et de redéfinir peut-être de nouveaux messages ou voilà, de changer un peu sa ligne de mire. D'accord, et c'est vrai qu'on entend souvent parler de design thinking et de cette notion d'itération, et c'est vrai que on est sur le test and learn, donc on essaye, on rate, on essaye, on modifie, on avance, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Hugo. Oui, tout à fait. On a aucune certitude en fait quand on démarre. On ne sait pas quelle va être la bonne recette. La bonne recette, est-ce que ça va être un peu de Google par-ci, un peu de LinkedIn, un peu de Facebook, un peu d'Instagram, ou est-ce que pas du tout Et c'est là où un travail préliminaire sur ces sites peut permettre de se donner des idées, mais c'est qu'une vue de l'esprit, c'est qu'un travail empirique, et il n'y a que la réalité de la prospection terrain qui va nous donner ces réponses-là. Donc ouais, c'est là où le test and learn est vraiment important. Il faut tester, itérer, arrêter ce qui ne marche pas, renforcer ce qui fonctionne, mais pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, c'est là où il faut justement ces KPIs et ces objectifs en fait qu'on se fixe pour savoir c'est bien ou c'est pas bien, quoi, tout simplement. Donc si je comprends bien, un entrepreneur qui s'est lancé n'a pas le choix que d'aller sur le terrain pour parler avec son potentiel client, son potentiel marché, pour mieux le connaître, mieux savoir à qui il s'adresse. Et est-ce qu'il y a des dispositifs, la Miss, qui existent, qui permettent notamment d'accompagner ces entrepreneurs qui se lancent, qui peut les aider? Tout à l'heure, tu parlais de différentes solutions par rapport au contenu ou de marketing d'influence. Je sais que vous avez fait un événement récemment dessus. Qu'est-ce que vous proposez, les digiteurs, à la CCI Paris-Île-de-France à ce niveau? Vous pouvez être accompagné en tant que jeune entrepreneur, ou si vous êtes par exemple immatriculé au registre des commerces, vous pouvez bénéficier d'accompagnement renforcé avec des experts. Pendant 7 heures, vous allez être formé sur une thématique liée au digital qui va vous permettre de répondre à vos besoins. Donc on a de la prospection notamment sur les réseaux sociaux, la définition d'une stratégie social media qui va justement vous permettre d'avancer et de fidéliser vos clients, la création d'un site internet. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui réalisent que c'est un coût de créer un site, et que ce soit pour un site vitrine ou pour un site marchand, on peut accompagner justement les entreprises dans ce sens-là. Et puis vous pouvez aussi passer par des agences qui peuvent vous accompagner dans ce sens. Mais la CCI en tout cas est là pour justement guider ces personnes qui ont besoin de beaucoup d'informations, qui sont perdues dans les débuts et qui ont besoin d'un accompagnement pour être dirigées au mieux. D'accord, merci beaucoup. Comme vous le savez, on a des centaines d'entrepreneurs qui nous suivent actuellement et ils ont des questions pour vous. Donc, je vais vous en poser quelques-unes et je vais vous inviter ceux qui souhaitent y répondre. On a par exemple, comment créer un réseau d'influenceurs pour parler de notre marque? Du coup, j'avais parlé d'influence. Vous pouvez, dans les débuts, essayer de contacter des influenceurs qui agissent sur votre secteur. Si vous êtes dans la mode, aujourd'hui, on a une facilité à trouver, notamment sur Instagram, qui est le réseau social d'influence, des personnes qui sont justement
qui agissent justement sur ce secteur d'activité. Mais il va falloir être crédible. Donc avant d'aller démarcher des ambassadeurs, il faut créer sa stratégie, mettre en avant votre image de marque pour que l'ambassadeur ou l'ambassadrice puisse vous représenter au mieux. Donc il y a une crédibilité parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'influenceur a une communauté qui est engagée, qui lui fait confiance. Il y a vraiment un lien de proximité très important entre sa communauté et lui. Et donc vous devez définir, donc, comme on l'a dit, la stratégie en amont et puis créer un lien aussi de proximité avec cet influenceur qui va vous représenter. Puis après, il y a des avantages, vous pouvez les rémunérer ou leur proposer un de vos services ou leur remettre un de vos produits, par exemple, à titre gratuit. Si je peux peut-être ajouter un complément à la réponse, je suis entièrement d'accord avec toi. Sur Instagram ou sur les réseaux d'influence, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention, pas forcément à la communauté, au nombre de gens qui sont abonnés, mais plutôt à ce qu'on va appeler le taux d'engagement. Donc c'est le nombre de personnes qui réagissent, qui partagent, qui commentent et surtout qui vont enregistrer une publication par rapport à tous les abonnés. Et en fait, en général, la moyenne, il me semble, c'est à peu près 4%. Moyenne monde sur Instagram, tout confondu, ça doit être à peu près 4%. On estime qu'à 10%, c'est très bien. Entre 8 et 12%, c'est très bien. Pour donner quelques chiffres, hein, c'est pas tout secteur, enfin, c'est pas valable pour tous les secteurs, mais vraiment être sensible à ça. Et deuxième point, peut-être, donc premier point, le taux d'engagement. Savoir qu'il y a une communauté qui est très virulente et qui fera beaucoup de bruit. Et deuxièmement, c'est peut-être aussi peut-être l'attrait aux créateurs et vraiment produire du contenu qui soit vraiment destiné à cette communauté et pas juste dire bah tiens regarde je sponsorise cette bouteille etc. juste pour dire voilà je suis passé par un influenceur. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai sens derrière quoi. Puis vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller tabler sur des macro-influenceurs. Vous pouvez vraiment voilà, prendre des influenceurs qui ont une communauté, comme on l'a dit, qui fait confiance à l'influenceur et qui sont des micro, nano-influenceurs. Donc, Pour compléter aussi, si vous avez un peu plus de budget, il y a des agences maintenant qui se sont spécialisées là-dedans aussi, qui sont des agences d'influence et qui se chargent justement pour vous de créer votre stratégie, d'identifier les bons influenceurs et de vous les présenter, de rentrer en contact avec eux et de lancer ces stratégies-là. Ça, c'est si vous avez un peu plus de budget. Mais c'est des agences qui proposent ça. Alors, il y a, à travers les questions, là, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a quand même des termes de vocabulaire qui ont été utilisés et qui ne sont pas clairs pour tout le monde. Donc, on va faire un petit... on va déjargonner tout ça. Voilà, on va déjargonner tout ça. Et c'est vrai que l'idée, c'est bien sûr, je vous encourage, hein, vous, entrepreneurs, à vous familiariser avec ce vocabulaire parce que vous allez pouvoir tomber sur des articles, sur des choses qui vont vous intéresser. Et également, on va dire, de se sentir libre aussi par rapport à ça. C'est que ce sont des mots qui sont utilisés. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est compliqué. Ce sont des choses qu'on va tout de suite, d'ailleurs, on a une question sur l'inbound marketing et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que l'inbound et comment faire. L'inbound marketing, c'est une méthode américaine, comme beaucoup de méthodes marketing, qui vise en fait à... Donc, inbound, c'est créer un lien à l'intérieur, mais qui en fait vise plutôt, et ça passe beaucoup par la stratégie de contenu, plutôt que de communiquer directement sur son produit, sur son service et d'avoir une méthode de prospection qui soit plus push, on va dire, hein, sans être trop dans le jargon, mais vraiment pousser son produit, pousser son service de manière peut-être un peu rébarbative au bout d'un moment. L'idée, c'est vraiment de créer du contenu, mais créer du contenu qui va intéresser ses prospects, intéresser ses cibles. Et c'est grâce à ce contenu-là qu'en fait, on va attirer nos cibles vers nous pour justement en répondant à leurs questions, aux problèmes qui se posent. Et c'est comme ça qu'on va positionner son expertise, ramener ses cibles vers nous et ensuite rentrer en contact avec eux et les convertir. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la notion de contenu et content is king. Donc vraiment avoir c'est l'essence du moteur. Ok. C'est vrai qu'on entend souvent des entrepreneurs, des entreprises qui ont du contenu entre guillemets sous le coude, qui ont toujours on va dire un coup d'avance. Parce que justement, c'est important de connaître les tendances, c'est important de connaître les actualités. Les questions qui se posent, c'est aussi quels sont les outils qu'on peut utiliser pour faire de l'inbound marketing au-delà des agences. Est-ce que vous avez des suggestions pour ça ?
Je pense que déjà, pour créer un contenu de qualité, il faut que ce soit un contenu qui réponde à beaucoup d'interrogations, de questions. Donc, l'outil qu'on a donné tout à l'heure, Answer the Public, répondre au public. Ça a été demandé beaucoup de fois en plus. Très très cool cet outil. Franchement, je crois qu'il y a 3 utilisations par jour par adresse IP. Donc, si faites-vous un partage de connexion, vous aurez 3 autres requêtes à dispo. Je pense que ça, c'est un très bon outil. Google Trends également, on n'y pense pas souvent, mais qui indique un peu les tendances en ce moment sur tel ou tel sujet, tel ou tel mot. Ça peut être intéressant déjà pour aller regarder ce qui se dit. Tu parlais de tendance, Sharon, tout à l'heure, d'actualité. Donc, on peut un peu aller prendre la parole sur des sujets d'actualité. Et sinon, il y a d'autres sujets, d'autres peut-être canaux. Moi, je pense instinctivement sur la stratégie de contenu ou de l'inbound à du YouTube. On fait des vidéos, c'est du média, c'est du contenu qui est agréable à regarder. On a simplement besoin d'un smartphone et on se filme. Et peut-être penser à mettre des sous-titres également sur Internet, c'est très important. Mettre des sous-titres parce que tout le monde n'a pas possibilité d'activer le son lorsqu'on regarde une vidéo. Et donc, on va regarder sur YouTube quelles sont les personnes qui se posent des questions et peut-être les chaînes associées, etc., les vidéos. Et on va essayer de proposer une réponse. Et puis également un blog, en fait. Simplement, la base, c'est d'écrire un petit blog et de répondre à certaines questions que les gens se posent. On avait parlé aussi d'une façon de s'organiser. Il y a les planificateurs aussi de contenu comme Hootsuite ou Buffer qui sont très intéressants justement pour gagner en temps. D'accord. L'ami, justement, on a une question pour toi. Peut-on être accompagné par la CCI si on est consultant et pas commerçant ? Alors, il y a des modalités qui vous seront demandées en fonction de tel ou tel accompagnement. En l'occurrence, l'accompagnement renforcé PRRE nécessite que l'on soit immatriculé au registre du commerce. Donc, quelqu'un qui est enregistré à l'INSEE ne sera pas éligible, mais tous les détails peuvent être remis par mail, notamment en passant par moi. Merci beaucoup. On a une petite étude de cas. Donc, on a une PME d'installation d'alarme, vidéosurveillance, et nous avons peu de contenu à partager. Pas beaucoup de nouveautés, pas beaucoup de produits, pas de promos, rien de très sexy et pas de photos d'installation. Donc, la personne nous dit « Je n'arrive pas à trouver de contenu, tout simplement, c'est compliqué. Il faudrait que je sois sur le terrain avec des techs. » Et ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à cette personne ? Alors, on s'improvise une petite étude de cas, sans trop... parce qu'on a encore plein de questions, mais... Comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Souvent, quand on est installateur d'alarme ou de vidéosurveillance, on est souvent distributeur d'une certaine marque. Et la marque est un industriel. Par exemple, pour les vidéosurveillances, il y a une marque comme Dahua, qui est une marque chinoise, qui est une très grosse marque de vidéosurveillance. Et souvent, en fait, ces industriels, ces marques-là, elles créent du contenu. Et en tant que distributeur de ces marques-là, vous pouvez leur demander l'autorisation d'utiliser leur contenu pour votre propre promotion. Et ça, c'est un moyen qui peut être assez facile de récupérer du contenu pour pouvoir justement le réutiliser pour ses propres besoins. Il y a aussi un autre terme peut-être un peu plus technique qui s'appelle l'UGC. UGC pour User Generated Content, donc du contenu généré par les utilisateurs, par vos clients. Et si vous n'avez pas forcément de contenu à proprement parler à disposition, le temps que vous alliez peut-être sur le terrain pour pouvoir prendre des photos et vidéos, demandez dans ce cas aux utilisateurs de partager leurs installations. Typiquement, une manière très simple de le faire, c'est de leur dire partagez-le sur Instagram avec un hashtag et le nom de la marque. Et du coup, pourquoi un hashtag en fait ? Parce que les gens peuvent se demander, un hashtag, vous savez, c'est le petit signe dièse. Pourquoi ça ? Eh bien, parce qu'on peut filtrer dans Instagram avec le hashtag, donc le dièse et le nom que vous avez émis, pour aller chercher toutes les publications qui contiennent ce petit mot-clé, en fait, et d'aller, par exemple, les réutiliser soit sur un blog, soit sur YouTube, soit sur les références, les cas sur votre site internet, ou même les reposter sur Instagram. Donc, je pense que ça peut être déjà une première pierre à l'édifice à porter. Merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de questions qui nous sont posées et c'est sûr qu'on ne pourra pas répondre à toutes. On a des questions, je pense, la mise sur le site lesdigiteurs.fr qu'on peut retrouver des réponses à ces questions. Oui. Il y a quand même des questions assez basiques, notamment sur qu'est-ce que des personas, comment les faire et également sur la notion du site internet. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Donc, les personas et le site internet, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Les personas, c'est toujours d'actualité. Je mélange mes questions là.
Non, une persona, en gros, c'est une représentation semi-fictive de votre client idéal. Voilà, c'est la définition qui est, on va dire, le plus souvent acceptée pour ce que c'est. Donc c'est semi-fictif. Le meilleur moyen de le faire dans un premier temps, c'est en fait, une fois que vous avez défini en fait quels sont à peu près vos 2-3 types de clients idéaux, c'est d'aller interviewer des personnes qui leur ressemblent. Vous faites une dizaine d'interviews. Vous dites bah, cette personne-là, c'est plus telle persona, et donc je vais lui poser des questions sur quels sont les problèmes qu'elle rencontre tous les jours, comment est-ce que moi, ma solution, mon produit ou mon service peut y répondre, et où est-ce qu'elle va trouver son information. Donc, est-ce qu'elle lit de la presse papier? Quels médias est-ce qu'elle va consulter en ligne? Sur quels réseaux sociaux elle va? Est-ce qu'elle lit ses emails? Quel âge elle a? Quel âge elle a? Voilà, en fait, l'idée, c'est juste de ça. C'est pour ça qu'on appelle ça une représentation semi-fictive. Il y a aussi quelque chose, je trouve, qu'on n'exploite pas assez. Ouais. C'est aussi les personnes à qui on a posé effectivement ces questions. Et si elles ne correspondent pas à nos personas, du coup, on a tendance, on va dire, à oublier de leur demander « Ah, qui, selon toi, penses-tu que je devrais interviewer ?» À qui alors? Si toi, tu n'es pas le client idéal ou la personne qui pourrait avoir un problème par rapport à ma solution, qui penses-tu que je devrais aller voir en fait? Et je pense que la recommandation, le referral, comme on dit, c'est très important aussi. C'est vrai. Merci beaucoup. On a également la question sur oui, le site internet. Donc ça, je pense que c'est une question qui est quand même clé dans le sens où la présence sur le web, elle a commencé comme ça. Elle a beaucoup shifté, on l'a très bien vu, hein, les entreprises, on a des entreprises qui n'ont même pas de site internet. À vous de me dire, même si j'ai une très bonne idée là-dessus, c'est une bonne idée ou pas, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je parle sous votre contrôle, hein, vraiment de mon expérience. Avoir un site internet pour avoir un site internet, ça ne sert pas à grand-chose, honnêtement. On le disait tout au début, avec la prospection, avec la data. Si j'ai un site internet avec un objectif précis, que ce soit pour vendre ou pour parler de mes produits ou avoir une stratégie éditoriale, donc je vais écrire et produire du contenu, oui. En revanche, si j'ai personne pour gérer ce site internet, qu'au bout de 2 ans, il ne sera toujours pas actualisé, franchement, évitons. Honnêtement, évitons et passons plutôt sur la production un peu plus spontanée, dans ce cas, peut-être sur les réseaux sociaux, sur simplement la tenue d'un blog. Newsletter. Une newsletter, exactement. Très, très juste aussi la newsletter, on n'en a pas du tout parlé. On a une question là-dessus. Dans le cadre d'une fidélisation, la newsletter est très importante. Une fois que je suis client, peux-tu me recommander à d'autres personnes? Qu'as-tu en termes de feedback, de retour à me faire? Et ça, c'est extrêmement intéressant. Oui, un travail, je pense, rétrospectif aussi sur son besoin et savoir si aujourd'hui il faut avoir un site internet ou non. Parfois, c'est un site un peu carte de visite et on peut très bien le faire ailleurs. Aujourd'hui, un bon LinkedIn aussi, c'est une manière d'avoir un substitut au site. Pardon, je t'ai coupé. Par rapport au site internet, les gens s'imaginent, en tout cas pour démarrer, que ça coûte des milliers et des cents. Honnêtement, il y a des solutions qui sont évolutives, qui sont gratuites déjà. Avec Google My Business, on peut faire un site internet. On peut faire un site internet avec Wix, avec WordPress. En vrai, c'est pas si simple que ça, mais c'est intéressant également, c'est très flexible. Il y a Shopify, c'est 29 € par mois pour avoir un site e-commerce. Ça, c'est génial. Il faut absolument. Sinon, il y a simplement des landing pages, donc des pages de destination, une seule page, avec Launchaco ou Unbounce qui en font. Ça, c'est des outils qu'on pourra vous repartager à la fin et qui sont très, très abordables et accessibles. Merci. On a une question qui tombe à point nommé. Une fois que notre stratégie et que la cible sont définies, quels sont les outils et leviers à utiliser pour prospecter sur le web? On parlait de LinkedIn à l'instant. Qu'est-ce que vous suggéreriez comme outil pour nos entrepreneurs qui nous suivent actuellement? Évidemment, on a une question qui va arriver sur le budget également. Donc, tu as commencé à en parler, Victor. Merci. Ça dépend. Enfin, les outils vont dépendre beaucoup de la cible. Justement parce que si on est sur du B2B, et ben là on va utiliser potentiellement du LinkedIn ou des outils comme tu parlais tout à l'heure qui permettent d'aller capter de la data et puis faire de la demande de connexion, potentiellement envoyer des messages aussi plutôt en masse sur des listes qui ont été identifiées. Quand on est sur du B2C, là, ça va être beaucoup plus d'Instagram, de positionnement sur des hashtags,
C'est assez difficile en fait de répondre à cette question Ouais. parce que c'est très dépendant de la cible qu'on souhaite viser pour les outils. C'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que bon, il y a deux notions. La première, c'est qu'on parle peut-être presque plus de B2B ou B2C, c'est B2I, enfin business to individuals, donc des individus. Et quelqu'un qui est peut-être directeur marketing ou directeur des achats et on estime qu'on peut toucher sur du B2B sur LinkedIn, ben en fait, il a aussi des tendances de consommation personnelles qui vont aller sur YouTube, Google, Instagram, etc. Donc, il y a une opportunité déjà là-dessus. Et la deuxième chose, c'est faisons un test en fait, testons. Je fais un article par semaine où je vais poster quelque chose sur LinkedIn, Insta, YouTube, Google, et je vois, même la sponsorisation. On peut faire de la sponsor, de la publicité sur Google à partir de 1 euro. Ouais, 1 euro, 3 euros, 5 euros par jour. Je vais booster quelques posts et je regarde. Qu'est-ce qui m'apporte le plus de trafic? Qu'est-ce qui m'apporte le plus de clics sur mon contenu, de demandes d'ajout de connexion ou de devis? Et ensuite, je verrai. Et si ça fonctionne, bon, bah, je continue. Si ça ne fonctionne pas, j'arrête un petit peu et je recommence peut-être dans 2-3 mois. Lamy, si tu voulais rajouter quelque Et puis chose. pour les newsletters, on en parlait. Puis Victor, tu me diras, toi, s'il y a un outil que tu utilises en particulier. J'ai Sendinblue en tête et Mailchimp qui sont très utilisés. Et puis pour les réseaux sociaux, en effet, il faut bien étudier la chose. Aujourd'hui, on a même du business qui se fait sur TikTok. Donc tout est possible, comme l'a dit Victor, tester et recommencer. Pour revenir un peu sur la notion des données, on a une question qui nous dit comment récolter les données dans le cadre d'une prospection. Bon, on va pas se refaire toute la table RGPD. ronde, mais je pense que ça demande un peu de précision, notamment sur où est-ce qu'on les récupère ces données. Donc, est-ce que vous pourriez, juste pour récapituler, nous dire où est-ce que, à partir du moment où on est dans cette démarche de prospection, où est-ce qu'on récupère les données ? Je pense que Hugo est plus expert que moi, que nous, je pense là-dessus en tout cas. Maintenant, peut-être un premier élément de réponse, c'est là où vous trouvez du business en fait. Par exemple, si je fais du B2B, LinkedIn, c'est beaucoup de déclaratifs, il y a souvent des adresses mail qui sont dessus. Allons dessus. Il y a aussi sinon, côté sponsorisation via de la publicité sur Facebook, il y a possibilité de faire des formulaires, ce qu'on appelle des formulaires de génération de prospects. Donc c'est une publicité qui s'ouvre dans Facebook et Instagram, où les données sont déjà pré-remplies parce qu'elles sont, on le rappelle, déclaratives également, côté Facebook, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail. Et en fait, on s'inscrit. Et ça tombe directement dans notre CRM, dans notre base de données. Et du coup, on a récolté, oui, certes, on a peut-être payé quelques centimes, 50 centimes peut-être, mais on a récolté une adresse mail. Et ça, c'est il y a beaucoup de valeur en fait par rapport à cette adresse mail. Merci beaucoup. C'est Vas-y. ça. Et dans le cadre d'une stratégie d'inbound marketing, justement, on ne va pas chercher la donnée, c'est la donnée qui vient à nous. Parce que justement, grâce au contenu qui est créé, qui est ce contenu de qualité, qui répond aux enjeux, aux problématiques que rencontrent nos cibles, et bien pour télécharger un contenu ou pour s'abonner à notre newsletter, ils vont eux-mêmes de leur propre fait remplir le formulaire et nous donner leurs données. Et en fonction des formulaires, nous donner l'accord de réutiliser justement cette donnée dans des logiques justement de RGPD, de gestion de la donnée notamment. D'accord, merci beaucoup. On a aussi une question sur, c'est très spécifique, comment toucher les seniors ? Donc c'est une question très large. J'imagine que ça va dépendre de quel produit, quel service, quel domaine d'activité, etc. Est-ce que vous avez quand même des conseils à donner sur cette cible ? Sur les seniors, on a toujours un a priori, comme quoi ils sont pas digitalisés, ils sont très en retard. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout le cas. C'est presque la deuxième population entre guillemets la plus connectée après entre guillemets les jeunes ou notre génération en tout cas, parce qu'en fait, ils ont du temps. Premièrement, je stigmatise, je grossis les traits. Et deuxièmement, ils ont besoin d'être connectés pour garder un lien avec la famille. Très souvent en formation, on a des gens qui sont grands-parents ou la génération de mes parents, par exemple, ils ont besoin d'être sur Facebook parce que c'est le lien maintenant. On répond plus aux SMS. Et on va plutôt envoyer dans des groupes Facebook, etc. Donc Facebook est un canal relativement large pour aller cibler des seniors. Et je pense que derrière, il y a d'autres solutions. Les seniors, tout comme nous, au quotidien, ils vont consulter des informations. Donc il y a, par exemple, si on parle un petit peu plus de publicité,
le display sur Google. Donc, c'est le fait de mettre des bannières sur des sites spécialisés ou des sites qui parlent d'un sujet en particulier. Et du coup, là, on peut aussi prendre la parole et leur dire et s'adresser directement aux seniors. Par la vidéo, entre autres. Absolument, sur YouTube également. Exactement. D'accord. On a une question et je pense qu'on va peut-être passer un peu de temps sur la notion du budget. Parce que on se demande quel est le coût pour créer un site internet, mais également le coût pour un outil, un outil de gestion du fichier client, donc un CRM. C'est vrai que la notion du budget, et notamment pour les entrepreneurs qui se lancent, comme que les personnes qui nous suivent ce matin, c'est important aussi d'avoir cette idée, de pouvoir budgétiser, de se demander où est-ce qu'on va mettre nos premiers investissements. Est-ce que vous avez des conseils ou des avis à nous donner là-dessus ? Pour cette notion de budget, l'avantage, c'est que la plupart des outils, qui sont des outils qu'on appelle des outils de SaaS, vont permettre en fait d'avoir différents niveaux de fonctionnalité qui vont permettre de couvrir potentiellement beaucoup de budget. Tout à l'heure, je parlais du CRM HubSpot, qui est celui que j'utilise moi personnellement, et puis c'est un outil que j'aime beaucoup. La version CRM, il y a une version CRM gratuite qui coûte 0 €. On est limité en termes de fonctionnalité, bien entendu, mais pour sa gestion commerciale, se définir son pipe, suivre ses premières affaires et se créer 2-3 tableaux de bord de suivi, c'est gratuit. Et en revanche, on est limité, on ne peut pas avoir plus de 100 contacts dans sa base de données. Voilà, c'est la seule limite qu'on a. Et après, au fur et à mesure que l'entreprise grandit et que les besoins aussi de l'entreprise grandissent, et ben là, on peut prendre des paliers, on va dire, de fonctionnalités supplémentaires, donc qui vont de 0 à 700, 800, 2000 € par mois. Ça, c'est après quand on grandit. Oui, c'est mais en tout cas, on peut, avec un outil comme celui-là, on peut démarrer à 0 € et commencer à structurer son approche commerciale gratuitement. Et c'est juste son temps à soi. Après, pour les sites web, je te laisse plus peut-être répondre. Mais... Ouais, site web et même tous les autres outils. On a un peu parlé de publicité également. Combien ça coûte? Souvent, la contre-question, c'est combien ça peut rapporter également. Et en revanche, on est conscient qu'en démarrage, on ne peut pas s'octroyer vraiment des milliers et des cents. Mon conseil, et ce qu'on donne vraiment à tous nos partenaires, à nos clients, c'est vraiment commencer petit et tester et ne pas avoir peur d'injecter un petit peu d'argent, 5 €, 10 € par jour, peut-être sur 2 semaines, 3 semaines, et voir ce que ça rapporte. Au pire, ça fonctionne. Au mieux, on aura appris quelque chose, on aura récolté de la donnée. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et surtout, peut-être la deuxième chose un peu sous-jacente, je fais peut-être une digression, mais on va payer peut-être 500 € ou 1000 € pour faire une vente et finalement, on n'a pas de vente. Et là, on se dit, ça ne fonctionne pas. Par contre, on oublie toujours de regarder l'étape avant la vente. Et en fait, on va regarder peut-être le nombre d'ajouts au panier, l'initiation de paiement, le nombre de clics sur son produit. Et là, en fait, elle est ici la donnée. Et on va retravailler ça pour dire comment la prochaine fois, je fais venir plus de personnes qui vont cliquer sur mon produit, plus d'ajouts au panier pour que la résultante soit un achat. Je pense qu'il faut aussi réfléchir de cette manière. D'accord. Merci beaucoup. Avant de terminer cette table ronde, peut-être un mot de la fin. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces entrepreneurs qui nous regardent pour la fidélisation en quelques mots rapidement? Soyez organisés, osez et n'hésitez pas à prendre des risques. Dans tous les cas, tous les chemins mènent à Rome. Merci, la Miss. Pour la fidélisation, un conseil, c'est bien plus simple de garder un client qu'on a déjà signé que d'aller en trouver un nouveau. Donc voilà, bichonnez vos clients, c'est très important. C'est compliqué de faire un mot de la fin. Déjà, merci et bon courage parce que bravo aussi à tous ceux qui se lancent. Je pense qu'il faut le rappeler, oui. C'est très courageux. On est passé par là aussi. Déjà, accrochez-vous. Et deuxièmement, peut-être pour finir, il y a des outils qui existent, qui sont gratuits. Renseignez-vous. Regardez sur YouTube. Nous, on a une newsletter et une chaîne YouTube sur lesquelles on recense plein d'outils qui sont la plupart à 90% gratuits. Allez-y, posez des questions. Il y a beaucoup de groupes d'entraide sur Facebook, sur Slack, etc. Donc, allons-y. La CCI également, qui nous accueille aussi. Merci à vous parce que vous accompagnez beaucoup d'entrepreneurs. Pour moi, c'est le premier partenaire vers lequel il faut se tourner. Donc, ne pas hésiter vraiment à vous solliciter, quoi.
Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci pour tous ces conseils précieux. Bon courage à vous tous, entrepreneurs qui vous lancez, qui vous êtes embarqués dans cette aventure. En tout cas, vous avez énormément de contenu sur Internet. Rendez-vous sur lesdigiteurs.fr pour découvrir tous les mots dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous trouverez des articles. À très bientôt et merci encore. Merci. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée. Au revoir.